Bonjour à tous, bienvenue. Séverine, je peux te laisser Oui, la parole pour merci introduire. Laurent. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par les pôles de compétitivité Aerospace Valley, Astec, SAFE et le GIFAS, qui a pour objectif de vous présenter l'appel à projet développement et industrialisation de constellations de satellites et de leurs technologies habilitantes qui est proposé dans le cadre de France 2030. Cet appel à projet est ouvert depuis le 6 octobre de cette année et se clôturera le 12 septembre 2023 et la première relève aura lieu le 6 décembre à midi. Nous vous rappelons que les pôles de compétitivité sont là pour vous aider à préparer vos dossiers et vous donner les meilleures chances de succès au travers de nos parcours d'accompagnement, dont l'aboutissement et la labellisation. Le GIFAS s'associe également à la démarche car une implication très large de l'ensemble de l'écosystème aérospatial est indispensable pour répondre à cet appel à projet. Avant de commencer, je vous propose de faire un rapide tour de table pour que vous puissiez identifier chacun de vos interlocuteurs pôle et GIFAS. Et comme j'ai la parole, même si ce n'est pas très poli, je commence. Donc, je suis Séverine Coupé, je travaille au sein du pôle de compétitivité Astec Paris Région et nous traitons d'aéronautique, de spatiale et de défense en Île-de-France. Marion, je te laisse la parole. Merci Séverine. Marion Denilou du pôle SAFE, donc le pôle de compétitivité de l'aéronautique, du spatial, de la sécurité, de la défense, ainsi que des villes et territoires résilients basés en région sud. Laurent, je te laisse la main. Merci Marion. Du coup, Laurent Pérez, Aerospace Valley, un pôle sur l'aérospatial, l'aéronautique et les drones, basé sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Nous avons Marie-Catherine Lejard par téléphone. Oui, bonjour, Marie-Catherine Lejard, donc responsable espace au GIFAS. Merci. Donc, je laisse maintenant la parole à Tania, Sylviane, Razika et Franck, qui se présenteront au fur et à mesure de leur intervention. Je ne sais pas qui commence, peut-être côté BPI. Alors, côté étape, pour commencer. D'accord. Je vous laisse gérer. Donc, pas de souci. Tania. Passez les plans. Bonjour, Tania Lassis, chef de projet New Space et Innovation dans le spatial à la DGE, au ministère de l'Économie. Et Sylviane Pascal, donc au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à la DGRI, sur les affaires spatiales. Vous souhaitez qu'on commence et BPI, vous reprendrez la main? Oui. Donc, déjà, merci oui, au fur et à mesure. En fait, on voulait faire une très brève introduction sur France 2030 côté État, en présence, je pense, du SGPI également, qui pilote le plan d'investissement France 2030, dont le volet spatial est, comme vous le savez, une des 10 priorités. C'est un plan de grande ampleur auquel ont été fusionnés les crédits du PIA 4, donc c'est en tout 54 milliards d'euros, avec quelques principes fondamentaux qui sont transverses à l'ensemble du plan France 2030, avec, donc comme vous le voyez écrit, une double ambition pour transformer durablement des secteurs clés de notre économie, dont le spatial a été considéré comme un des secteurs stratégiques pour notre pays, avec des enjeux de souveraineté, on y reviendra, très très importants. Et sur l'ensemble de la chaîne de l'innovation, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la création sur des marchés de produits et de services nouveaux, donc jusqu'à un soutien à l'industrialisation. Parmi ces principes, 50% des dépenses doivent être consacrées à la décarbonation de l'économie et répondre donc aux enjeux de transition écologique, et 50% globalement sont fléchés pour des acteurs émergents, porteurs d'innovation. Ce taux a été fixé aux 2/3 pour le volet spatial dans le cadre justement de ce grand virage
du New Space que prend actuellement l'ensemble de la filière spatiale et avec un très grand nombre de nouveaux acteurs émergents. Mais ça n'est pas donc exclusivement dédié à des acteurs émergents, ça s'adresse aussi à des PME, des ETI, des grands groupes et des laboratoires de recherche. Il est mis en œuvre collectivement et je fais le parallèle à chaque fois pour le volet spatial. Donc, les comités de pilotage ministériels sont co-présidés par nos 3 ministres en charge du spatial, donc le ministre de l'économie, la ministre de la recherche et le ministre des armées. Nous travaillons en interministériel élargi à l'appui du SGPI avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion territoriale et d'autres administrations, et un principe d'appui sur des ambassadeurs externes et des experts indépendants vient également éclairer les décisions d'investissement de l'État sur l'ensemble de ses priorités. On s'appuie, donc c'est piloté par le SGPI, le secrétariat général pour l'investissement, pour le compte du Premier ministre, de la Première ministre, excusez-moi, erreur dans les slides, et à l'appui d'opérateurs, des opérateurs du PIA, mais pour ce qui concerne le volet spatial, de BPI France et du CNES. Si tu peux passer le slide suivant, Rassika, s'il te plaît, ou Franck. Voilà. Donc, la doctrine d'investissement a été rénovée avec des enjeux et une ambition très importante en matière d'impact, notamment. Le but est qu'il y ait un effet transformant. Ça aussi, c'est peut-être pas très joliment exprimé, mais bon, pour augmenter le potentiel de croissance de l'économie, accélérer la transition écologique, accroître l'autonomie du pays dans l'approvisionnement ou la production et renforcer la résilience de toute notre organisation socio-économique. Et les constellations dont on va parler font partie évidemment de ces enjeux de résilience. La logique d'investissement assume une prise de risque renforcée. Donc, il faut qu'on apprenne à aller collectivement vers des projets qui sont potentiellement moins matures, plus atypiques, mais qui sont très en rupture et qui présentent un potentiel. Et dans une logique de pari, on s'applique tous au niveau de l'instruction côté opérateur comme au niveau des administrations qui pilotons ce programme d'investissement à aller oser plus loin, comme sur ce marché des constellations qui est très émergent. Pour contrebalancer ça, on a un haut niveau d'exigence et une forte sélectivité qui peut se présenter sous la forme de jalons, d'atteinte, de progression, et en misant malgré tout aussi sur des acteurs émergents pour avoir le bénéfice sur l'ensemble de l'écosystème français de l'innovation, les startups, les PME innovantes et l'appui des laboratoires de recherche. L'idée est de se constituer donc des actifs stratégiques pour notre pays en matière technologique, mais aussi de capital humain. Il y a des volets de soutien aux compétences et métiers d'avenir et à la formation dans ce plan France 2030, d'écosystèmes, d'infrastructures, évidemment de réindustrialisation également. On a des procédures qui se veulent les plus ouvertes et transparentes possibles. On cherche à chaque étape à gagner en simplicité, en agilité, en vitesse, pour permettre notamment de gagner la course sur des marchés très stratégiques et des sujets sur lesquels la France pourra faire émerger des nouveaux leaders à l'avenir. On peut passer, voilà. Parmi les axes du volet spatial, les 3 grands axes du volet spatial, en plus d'assurer un accès autonome à la France dans l'espace, nous avons un axe très très important qui consiste à renforcer l'industrie spatiale française sur les constellations.
Donc, dans notre feuille de route collective, ce sujet porte sur beaucoup d'aspects. Évidemment, puisque tout le monde a entendu parler de la constellation connectivité sécurisée européenne, il y a des enjeux dans ce sujet de constellation en orbite basse en particulier, des enjeux de connectivité et de préparation de la filière à la participation à cette constellation sécurisée européenne. Donc, cet appel à projet qu'on va vous présenter aujourd'hui est lancé le 6 novembre dernier, vise, entre autres, à permettre de soutenir des projets français de constellation pour l'Internet haut débit, la 5G par satellite et tout autre usage de connectivité et de collecte, comme les objets connectés, l'AIS, la DSB pour l'aéronautique, etc. Mais ce soutien aux constellations qui peuvent, par rapport aux nouveaux instruments qui sont proposés, apporter beaucoup plus de services et positionner la France sur beaucoup d'autres segments que celui de la connectivité, a été étendu aux questions d'observation de la Terre, de PNT, donc positionnement, navigation, temps, de surveillance de la Terre ou de l'espace, de démonstration ou de validation en orbite. Et tous ces sujets-là nous paraissent également concourir très directement à des enjeux de souveraineté que l'État souhaite soutenir dans le volet spatial de France 2030. En rebond à ce qui a été à la doctrine générale de France 2030, des constellations, ces projets de constellation visent des marchés qui sont soit porteurs éprouvés, qui peuvent être émergents, voire en cours de création à l'échelle internationale. Donc, ces projets pourront être accueillis de leur stade le plus amont, dit d'amorçage, jusqu'à des phases plus avancées de leur développement. Et on s'intéressera aussi bien de manière très large dans cet appel à projet dont on attend beaucoup, vous l'avez compris, au système spatial complet, au segment bord comme au segment sol, donc hardware ou software, les logiciels également, jusqu'aux terminaux utilisateurs et comme Séverine l'introduisait en amont, à l'ensemble des technologies habilitantes, dans une logique d'effet de levier sur ces futurs marchés, donc d'accélération. Je te laisse la parole. Okay. On attend donc des projets structurants pour la filière française, c'est ce qu'on vient de dire. Les constellations, c'est une opportunité clé pour mobiliser les acteurs français sur toute la chaîne de valeur. Donc là, on souhaite que puissent interagir sur cet appel à projet à la fois des acteurs émergents, des PME, des ETI, des grands groupes et aussi des laboratoires de recherche. Et les projets que l'on recherche devront présenter un caractère structurant pour cette filière. Alors, lors d'un précédent appel à projet, on avait proposé des fiches pour essayer de faire une mise en relation entre les acteurs recherche et les acteurs industriels. Ces fiches ont eu relativement peu d'écho. Alors, on réfléchit à d'autres solutions qui permettraient d'exploiter le plein potentiel de l'ensemble des acteurs français en facilitant les rencontres entre acteurs et en particulier entre acteurs de la recherche et industriels. Et on pense à des ateliers à organiser prochainement, plutôt par thématique. Et un premier atelier de ce type devrait être organisé par l'OFRAM, qui regroupe un certain nombre d'acteurs de recherche, avec le CNES, sur le thème de la météo de l'espace et devrait se tenir le 8 décembre.
Voilà, je pense Ah, voilà, à BPI, parce qu'on a essayé d'être le plus rapide possible pour planter un peu le décor, mais BPI qui opère et merci beaucoup, cet appel à projet va pouvoir présenter beaucoup plus concrètement l'appel à projet. Super. Merci Tania, merci Sylviane pour cette présentation. Et je voudrais commencer déjà par remercier les pôles, les 3 pôles et puis le GIFAS pour nous avoir aidé à organiser ce webinaire. Donc la présentation de BPI, voilà. Donc oui, alors effectivement, on n'a pas fini le tour de table. Donc je suis Rassika Fernando, responsable sectoriel aéronautique et spatiale au sein de la direction de l'expertise de BPI. Et donc je m'occupe notamment, donc avec Franck qui va se présenter après, des opérations sur l'ensemble des appels à projets de ce volet spatial. La présentation qui va suivre est essentiellement un rappel de ce que vous avez pu lire dans le cahier des charges de cet appel qui a été publié, donc, comme Tania l'a rappelé tout à l'heure, donc au mois de novembre, et qui donc va faire l'objet d'une première relève en décembre. Donc, alors, juste, voilà, si on voit encore, c'est bon, ça marche. Donc l'appel, donc cet appel a pour vocation d'apporter au travers du plan France 2030 un cofinancement pour tous vos projets de développement, d'industrialisation, alors non seulement de constellation de satellites sur les différentes applications que Tania a mentionnées tout à l'heure, mais pas que. Il y a sans doute aussi d'autres applications qui sont envisageables. Ainsi que tous les systèmes, les sous-systèmes, donc que ce soit les systèmes sol, que ce soit les systèmes bord, les terminaux, et encore les logiciels qui sont nécessaires, qui sont des technos habilitantes pour ces constellations. Donc, les projets attendus vont des projets les plus amont, en phase d'amorçage, notamment pour les technos en rupture, jusqu'aux technos plus avancés qui peuvent également, enfin le cas échéant, faire l'objet d'activités d'industrialisation auprès des entreprises qui portent ces projets-là. Donc les applications visées sont donc civiles ou duales. Alors je ne vais pas forcément elles sont rappelées ici, hein, la connectivité, PNT, surveillance de la Terre, surveillance de l'espace, et puis toutes les technos également nécessaires pour la validation, la démonstration et la validation en orbite de ces technologies. Alors concernant les relèves, alors par rapport à la maturité des technologies, alors ce qu'on envisage, c'est quand même de financer des projets ou des technos dont l'entrée en service est quand même prévue dans le courant de la décennie. Alors c'est vrai que ça laisse quand même un peu de temps. Maintenant, à voir en fonction des projets si... j'ai perdu. Excusez-moi, j'ai perdu. Ouais, c'est bon. Il a changé d'affichage. Donc dans le courant de la décennie. Et donc voilà, donc pour des projets vraiment très amont, je pense qu'on verra au cas par cas en fonction des projets qu'on dispose. Concernant les relèves, donc pour l'instant, elles sont au nombre de 3. La première arrive très prochainement, donc le 6 décembre 2022 à midi, heure de Paris. Donc Franck fera un rappel là-dessus. La suivante, le 13 juin 2023. Et puis la dernière pour cet appel, le 12 septembre 2023. Alors, concernant les types de projets, donc les projets peuvent être portés soit par une entreprise unique, donc une PME dans ce cas-là, soit par un consortium d'entreprises, dont le chef de file serait une PME ou une entreprise, qui serait constituée donc de PME ou de PME de grandes entreprises, et également de laboratoires de recherche. Donc l'assiette mini dans le cadre des projets collaboratifs est de 400 000 € par partenaire. Dans tous les cas, l'assiette minimale des dépenses éligibles attendues est de 2 millions d'euros. Alors avec une petite dérogation qui est mentionnée dans le cahier des charges, on est prêt à rabaisser l'assiette pour des projets, disons, qui nécessiteraient moins d'industrialisation, qui porterait plus sur du développement de logiciels ou des projets digitaux qui seraient moins capacitaires. Concernant la durée maximale du projet, là, elle est de 36 mois, donc donnée à titre indicatif. On a la sous-traitance qui est acceptée jusqu'à 30% des dépenses éligibles du projet. Et un des critères fondamentaux des projets qui sont financés par France 2030, c'est de respecter le critère de non-préjudice à l'environnement, le critère DNSH.
Alors, juste pour poursuivre un peu sur les critères de sélection, alors elles sont de différentes natures. Bon, le premier critère, bien entendu, c'est l'adéquation avec ce qui est attendu dans le cadre du cahier des charges. Ça paraît évident, mais c'est toujours, je pense que c'est toujours utile de le rappeler. On est sur du financement de constellations de satellites et de technologies habilitantes à ces constellations dans le cadre de projets de développement et d'industrialisation. Ensuite, les différents critères qui sont évolués, ben, c'est évidemment la pertinence des technos par rapport à l'attendu du marché. Alors, sachant que, comme voilà, Tania l'a rappelé tout à l'heure, le dispositif des AAP est là pour vous aider à cofinancer donc les technologies en vue pour permettre derrière aux entreprises d'adresser des marchés divers et variés. Ça peut être le marché national par la commande publique, ça peut aussi être des marchés à l'export dans le cadre d'une prise de risque partagée. Ensuite, ce qui est évalué aussi, c'est globalement la capacité du ou des porteurs à mener à bien le projet. Donc la capacité, bien sûr, en termes de compétences, la capacité technique du ou des porteurs à mener à bien le projet, mais aussi la capacité opérationnelle et financière. Alors, il y a un certain nombre de considérations qui sont prises en compte sur disons le financement des projets et le cofinancement apporté par les différents partenaires. Et dans le cadre d'un consortium, on va évaluer aussi la pertinence du consortium et s'assurer que tous les partenaires apportent bien leur brique à l'édifice. Alors, il y a bien entendu les critères de performance environnementale. Donc, on suit la taxonomie européenne sur ce point-là. Et derrière, tout ce qui est impact socio-économique, les retombées socio-économiques à la fois pour l'entreprise ou les entreprises porteuses de projets et par rapport aux retombées économiques sur le territoire. Donc, voilà, là-dessus. Je vous invite évidemment à revoir le cahier des charges pour reprendre ces critères à tête reposée. Alors, concernant les taux d'aide, bon, désolé, la planche est un peu chargée, mais je pense que ce sont des éléments qui peuvent vous intéresser. Encore une fois, ce sont des tableaux repris du cahier des charges. Les dépenses éligibles sont de nature différente. Donc, en premier lieu, il y a évidemment les salaires des personnels qui vont travailler sur ces projets, donc que ce soit les chefs de projet, les ingénieurs, les techniciens. Ça peut être les frais associés à la sous-traitance ou aux achats. Ça peut être également les frais associés à l'investissement, donc que ce soit dans des actifs corporels ou incorporels. Et en fonction, on sait, au travers de certains régimes, soit cofinancer les investissements à hauteur de leur valeur d'acquisition. Donc là, c'est vraiment l'investissement dans sa globalité qui est financé. C'est ce qui est indiqué sur la première ligne avec les taux d'aide maxi. Alors, maxi, parce que ça va de 0 au montant indiqué, au taux indiqué ici, en fonction du régime qui encadre l'aide à l'acquisition d'investissements. Mais sinon, on sait aussi, à travers le régime RDI notamment, cofinancer la dotation aux amortissements des actifs utilisés dans le cadre du projet et dont l'assiette est prise sur leur durée d'utilisation dans le cadre du projet. Ensuite, toutes les activités liées à l'efficacité énergétique et environnementale des technologies développées dans le cadre du projet. Donc ça, c'est typiquement un régime. Alors, pour ces activités-là, il faut prouver que la technologie va au-delà des normes européennes sur l'efficacité énergétique et environnementale. Donc sinon, le régime RDI dans sa forme de développement expérimental pour les salaires et les dotations aux amortissements, la sous-traitance et les achats. Et donc, dans le cas d'une collaboration effective, il y a une majoration du taux d'aide de 15%, donc qui va de du coup 40% pour les grandes entreprises à 60% pour les petites entreprises. Alors, j'en ai bientôt fini sur ces taux. Concernant les organismes de recherche, donc l'intensité de l'aide est de 100% si les dépenses sont présentées en coûts marginaux et de 50% si les dépenses sont présentées en coûts complets. Et pour les EPIC, en particulier, on est à 50% d'aide pour les coûts complets. Donc, ces taux nous permettent de calculer l'aide qu'il est possible d'octroyer pour les heureux lauréats. Et cette aide se décompose en 75% de subventions et 25% d'avances récupérables. Alors, un élément qui est assez important, c'est que les dépenses sont éligibles. La date d'éligibilité des dépenses démarre à partir de la date de verrouillage du dossier de pré-dépôt. Donc, on va y revenir tout à l'heure lors du process qui vous sera présenté par Franck.
tout de suite. Merci Radhika. Du coup, moi je suis Franck Bernard, je m'occupe du pilotage de cet appel à projet entre autres. Donc j'aurai a priori votre point de contact durant toute cette phase que je vais vous présenter jusqu'à l'instruction où là ce sera plus Radhika qui reprendra la main. Donc le processus de sélection il est assez classique. On va vous demander d'abord de déposer donc un dossier allégé. On y viendra un peu plus tard, donc avec des dates de relève, donc j'ai dit 2 fois, mais je vais vous dire une 3e fois, donc le 6 décembre, le 13 juin prochain et le 12 septembre. Un élément important, c'est que c'est à midi, donc faites bien attention à l'heure. Les dossiers déposés passés ces dates-là ou passés ces heures-là sont normalement automatiquement réattribués à la relève suivante. Donc faites attention à ne pas louper le coche. Donc une fois que vous avez déposé votre dossier, il y a une première phase de présélection qui va débuter. Tout d'abord, un premier filtre qui est fait sur la base du dossier papier que vous nous avez rendu. Donc une présélection qui est dans ce cas-là effectuée par BPI France et les équipes du CNES. À l'issue de cette première phase, si votre dossier est retenu, vous serez invité à le présenter lors d'une audition qui dure en général 1 heure, où vous avez 20 minutes pour présenter votre projet et 30-40 minutes de questions-réponses en face du jury, qui est composé donc des experts de BPI France, du CNES et aussi d'experts indépendants issus de la société civile. Avant de donner accès à vos dossiers à ces experts indépendants issus de la société civile, on vous demande évidemment votre accord et tous ces experts signent une charte de déontologie garantissant la confidentialité des dossiers. À l'issue de l'audition, si votre projet est retenu, on vous demandera de déposer un 2e dossier de candidature qui sera un peu plus complet. Vous aurez dans ce cas-là 2 mois maximum pour rendre votre dossier. Donc c'est bien 2 mois maximum. Donc si vous arrivez à le remplir en 1 mois, on l'acceptera au bout d'1 mois. Ça permettra de démarrer ensuite l'instruction du projet à proprement parler un peu plus rapidement. Lors de cette instruction, vous aurez des échanges avec les experts BPI France et du CNES et qui pourront d'ailleurs à cette occasion vous demander des compléments. À l'issue de cette instruction, donc BPI France remet un rapport d'instruction au comité de pilotage de l'action qui prend in fine la décision de faire une proposition de financement au secrétariat général pour l'investissement qui agit sur délégation du Premier ministre qui prend donc la décision de financement finale. Une fois qu'il y a cette décision du Premier ministre, vous passerez alors côté gestion, côté BPI France, et donc ce sera le conventionnement, donc l'édition et l'envoi des contrats. Et ensuite, eh bien, il y aura toute la période de suivi, donc pendant toute la vie du projet, où il y aura un suivi des indicateurs et du reporting. Voilà, donc la mise en œuvre et suivi du projet. Donc, comme je vous disais, la contractualisation, vous aurez un premier versement de l'aide au moment de la signature du contrat et ensuite des versements complémentaires au moment des étapes clés du projet qui ont été définies lors de l'instruction et au moment du solde. Pendant toute la vie du projet, vous pourrez donc avoir des réunions de suivi avec les chargés de gestion BPI France, avec les experts sectoriels comme Radhika, avec les experts du CNES, et on vous demandera de faire remonter des indicateurs de manière normalement régulière vers BPI France et le CNES. Voilà. Ensuite, pour la partie avance remboursable du projet, donc l'avance remboursable qui va concerner que les entreprises, pas les organismes de recherche, il y a un remboursement forfaitaire avec une différée. Donc en général, le remboursement commence 2 ans après la fin du projet. Voilà, donc s'agissant du dossier de candidature, donc il est à déposer sur notre plateforme de dépôt habituelle. La plateforme n'est pas forcément évidente, donc n'hésitez pas à y aller un peu en avance. Vous pouvez y aller, créer votre espace de dépôt, déposer des documents, en retirer, y revenir avant de valider votre dépôt, donc n'hésitez pas à le faire en avance. Le dossier de candidature, il est donc en 2 temps. Vous avez un modèle qui est à votre disposition donc sur la page de BPI France dédiée à l'appel à projet, où vous retrouverez aussi d'ailleurs le cahier des charges. Donc s'agissant du premier dépôt, on va vous demander une présentation du projet d'une 30aine de slides
Je crois que Razika, tu avais un mot à dire là-dessus. Oui, j'interviens maintenant. Intervenant. Allez, je peux intervenir maintenant. Juste un petit mot effectivement sur ce qu'on attend de cette présentation. Alors, comme on n'a pas l'occasion, une fois que les présentations sont relevées, d'avoir tout de suite un échange avant la présélection avec les porteurs, il faut que la présentation soit la plus concise possible sur les différents éléments demandés dans la trame. Oui. Donc sur les différents éléments demandés dans la trame. Donc notamment sur les aspects, alors si je les balaye un peu dans l'ordre, sur les aspects, présentation de l'entreprise, globalement, c'est vrai qu'il faut être assez succinct. Ce qui va nous importer, c'est tout ce qui est déjà présentation du marché adressé. Alors assez souvent, c'est vrai qu'on a des à la caméra. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai mis la webcam. Sur la présentation voilà, des marchés adressés, ce qui nous importe, c'est de comprendre quelles sont vos hypothèses, les hypothèses que vous adoptez pour sizer le marché que vous allez adresser. Comment est-ce que vous calculez les parts de marché, l'évolution de la chronique, enfin l'évolution des parts de marché que vous souhaitez occuper à l'avenir avec, une fois les technos commercialisés. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, sur la partie, un des éléments centraux, c'est que globalement, le volet France 2030 finance le développement et la mise en place, la démonstration de technologies. Donc, ce qui est très important pour nous de bien comprendre, c'est vraiment le pourquoi du comment des technos que vous développez. C'est-à-dire que typiquement, ce qu'il faut présenter assez clairement, c'est l'état de l'art technique scientifique chez vous, enfin dans l'entreprise et dans le monde, l'objectif ou les objectifs du projet, c'est-à-dire typiquement à la fin du projet ou à la fin des différents lots, voilà ce qu'on aura sur la table. On aura, alors ça peut être des jalons projet, on aura franchi une PDR, on aura franchi une CDR, une phase A, une phase B, on aura sur la table tel ou tel proto, voire on aura fait des essais sur telle configuration, on aura les résultats d'essais. Voilà, concrètement, quels seront les fruits du projet. Et on a aussi besoin de bien comprendre entre ces deux points le chemin que vous allez parcourir pour aller de l'état de l'art jusqu'à la fin du projet, en bien explicitant les verrous techniques ou les limitations techniques, technologiques, scientifiques que vous allez devoir lever pour atteindre ces points. Voilà. Donc ça fait partie du descriptif technique qui est attendu. Ensuite, il y a évidemment la partie sur le découpage du projet, le consortium, les devis ou les montants associés, les assiettes associées à chaque partenaire, et aussi, je pense, les règles de propriété intellectuelle. Il y a un certain nombre de choses qu'on voit dans un deuxième temps, mais en tout cas, dans la présentation du projet, il faut qu'elle soit vraiment… Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle doit vraiment être autoporteuse. Voilà. C'est ça qui est très important. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les personnes qui vont évaluer ces dossiers, donc que ce soit a fortiori côté CNES, mais aussi côté BPI, à la base, on est ingénieur, il faut le savoir, pas forcément spécialisé surtout, bien entendu, mais voilà, avec une certaine capacité de comprendre des sujets techniques pointus pour peu qu'on ait les quelques éléments qui vont bien, pour bien saisir la nature techno du projet. Voilà. Je suis désolé, j'ai été un peu long, mais j'espère que c'était clair. Et le cas échéant, je pourrais répondre aux questions dans la suite du webinaire. Merci, Razika. Est-ce que tu peux repartager ta réponse? Il était partagé depuis tout à l'heure, je pense. On a perdu tes slides. Je suis désolé. C'est pas plus mal parce qu'il n'y avait rien sur le sujet. Hop. C'est revenu. Ça a coupé la connexion. Tac. Alors, désolé. Bon. Merci Razika. Donc ça, c'était pour la présentation du projet, donc pour lequel on vous demandera de contenir tout ce que vous a dit Razika en une trentaine de slides. Vous pouvez évidemment faire un peu plus si besoin. L'idée, c'est de ne pas se retrouver avec des présentations de 100 pages non plus. Donc on est toujours au moment du premier dépôt. Donc cette présentation du projet, une fiche de demande d'aide. On vous demande une annexe financière pour présenter les coûts de votre projet, qui nous permettra d'avoir une première idée sur l'assiette éligible de vos dépenses. On vous demande un petit historique financier et un petit tableau de prévision d'activité. Alors pour tous ces éléments-là, vous avez en fait
des modèles de documents, donc c'est des tableaux à remplir. On vous demandera votre dernière liasse fiscale et une grille d'impact économique, environnemental et sociétal. Donc ça, c'est donc au moment des dates de relève. Si vous êtes donc retenu à l'issue de l'audition et que vous passez en instruction approfondie, on vous demandera un second dépôt, donc pour lequel vous aurez donc 2 mois maximum pour le rédiger. Il y aura une présentation du projet d'une 30aine de pages. Donc là, on sera vraiment plus sur un modèle type l'annexe technique, comme vous l'avez peut-être connu auparavant. On vous demandera une base de données financière, donc c'est plus ou moins la même chose que l'annexe financière, mais en un peu plus détaillé, les comptes de résultats et plan de financement de l'entreprise. On vous demande une fiche de communication qui est importante parce que c'est à partir de ces éléments-là qu'on se basera pour faire toute communication autour de l'appel à projet, et un certain nombre de documents administratifs classiques, donc des CABIS, des pièces d'identité, etc. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de la présentation. Du coup, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Merci beaucoup. Alors effectivement, il y a déjà pas mal de questions. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions en utilisant la petite icône, le petit point d'interrogation que vous devez avoir sur l'interface. Alors, j'ai essayé de regrouper les premières questions. Les premières, elles sont peut-être plus pour les services de l'État. C'était au sujet de l'atelier dont vous avez parlé pour savoir comment il était possible de s'inscrire et s'il était possible de suggérer des thèmes sur ces ateliers. Donc là, peut-être plutôt Sylviane et Tania, si vous avez quelques éléments de réponse. Attends, allô, oui, pardon. Oui, est-ce que tu peux répéter? Excusez-nous, on a eu un petit... Vous avez parlé d'un atelier le 8 décembre, il me semble, et du coup, il y avait des questions sur les modalités pour s'inscrire et la possibilité de suggérer des thèmes. Oui, désolé parce que nous, on ne voit pas les questions. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être un... Oui, c'est ce que je disais au départ. Les questions, je vais devoir les relayer à l'oral. Je les regroupe et je vous les pose. D'accord, ok. Donc, sur cet atelier, c'était juste pour vous informer d'un premier atelier qui prend forme là, le 8 décembre sur la météo de l'espace. Et effectivement, on est tout à fait ouvert aux sollicitations sur des thèmes que vous trouveriez intéressant de creuser. C'est des réflexions qu'on va avoir aussi avec le CNES qui va nous aider à mettre en place ces ateliers. Et pour s'inscrire pour s'inscrire, vous aurez les informations bientôt et on vous les relaiera partout. Par exemple, par cette liste par laquelle vous avez été contacté pour ce webinaire. Super. Et du coup, pour faire remonter les thèmes, les contacts, c'est vous deux directement, les contacts qu'on donnera aux participants par email? Oui, on peut faire ça. On peut faire ça, c'est bien si vous pouvez les regrouper aussi au niveau des pôles pour vous assurer qu'il n'y ait pas plein de thèmes, qu'il y ait une masse critique de thèmes qui convergent, ce serait mieux, mais bon. Parfait, non, mais c'est nickel. Du coup, le message qu'on peut faire passer à nos différents adhérents, c'est de nous transmettre les demandes que nous, on vous relaiera après avoir regroupé les demandes par thématique. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste pour reprendre un point à préciser, est-ce qu'on peut refaire un rapide tour de table parce qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard pour vous quatre, en commençant par vous, Sylviane et Tania, puis après Razika et Franck. Il y a des gens qui ont raté vos noms, sachant qu'on repartagera les coordonnées des intervenants. Je vous laisse la parole, Sylviane et Tania. Ok, Sylviane Pascal, je suis au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la DGRI, donc recherche et innovation sur les affaires spatiales. Et Tania Lassise à la DGE, Direction générale des entreprises, au ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Ça y est, je l'ai placé.
et donc dans l'équipe spatiale. Et côté BPI, donc Rasika Fernando, responsable sectoriel aéronautique et spatiale au sein de la direction de l'expertise. Et Franck Bernard, moi je suis en charge du pilotage de l'appel à projet chez BPI. Merci. Alors, peut-être une question pour les pôles, pour la labellisation. Séverine, je peux te laisser répondre si tu es dispo. C'est la question, faut-il une labellisation d'un pôle pour candidater à l'appel à projet Constellation? Alors, dans l'absolu, on aimerait bien, mais non. Il n'y a pas besoin de labellisation pour déposer votre projet. Cela étant, les pôles vous accompagnent dans la maturation de votre projet. On challenge le projet tout au long de sa construction, ce qui permet d'être un peu plus sûr de la bonne adéquation par rapport à ce qui est attendu au niveau du cahier des charges. Et voilà, enfin, nous, on est là pour une fois de plus vous aider, vous challenger, s'assurer de la qualité du dossier. Rasika faisait mention de la nécessité notamment d'être concis et d'être impactant dans sa présentation. Typiquement, souvent, quand on a le nez dans le projet, on a un peu de mal à prendre ce recul et même si on a le meilleur projet du monde, si vous êtes le seul à le comprendre, ça va poser problème. Comme l'a dit Rasika, il y a un certain nombre d'intervenants qui vont avoir accès à votre dossier, que ce soit les experts du CNES, de BPI ou d'experts indépendants. Donc, il est vraiment nécessaire que les différents messages que vous souhaitez passer soient bien compris. Et un des rôles des pôles de compétitivité dans leur accompagnement, c'est justement de s'assurer que ces messages sont effectivement compris et que vous avez le maximum d'impact quand vous présentez votre projet. Si tu permets, Séverine, oui. Pardon, Séverine, si tu permets, je compléterai par le fait que, comme on l'indiquait, il y a un enjeu à être structurant dans des projets et que les pôles peuvent contribuer en assurant les mises en relation entre acteurs sur des projets collaboratifs que l'on soutient et avec les laboratoires de recherche et entre industriels qui peuvent coopérer. Tout à fait. On est là aussi par la connaissance de nos écosystèmes. On peut vous proposer des partenaires qui compléteront utilement votre dossier. On ne vous entend pas, Franck, on t'entend pas. Pour finir là-dessus. C'est bon, on avait récupéré. Vous entendez là? Oui, c'est bon. Peut-être pour compléter la réponse, effectivement, la labellisation n'est pas obligatoire pour participer à l'appel à projet. Toutefois, c'est toujours un élément appréciatif du projet qui est pris en compte. Donc voilà, c'est toujours un plus si vous êtes labellisé quand on analyse un dossier. Donc n'hésitez pas à vous faire labelliser si vous y arrivez. Merci. Marion, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, ok. Sur les règles d'éligibilité, il y a pas mal de questions. La première qui est assez générique, vous avez l'habitude de l'avoir, c'est la définition d'une PME, notamment en fonction du nombre de salariés, et le document de référence sur lequel les sociétés peuvent s'appuyer pour vérifier leur statut de PME ou non. Oui, alors donc c'est la définition européenne d'une PME. Il y a en fait assez simplement, hein, si vous tapez définition européenne de PME, il y a un document officiel que vous retrouvez sur Internet. Alors même au-delà de la définition de PME, on sépare en PE et en ME. Donc de tête, une PE c'est jusqu'à 49 salariés et il y a un critère sur le chiffre d'affaires. Et une ME, c'est jusqu'à 249 salariés et au-delà, on est considéré comme une grande entreprise. Donc, il y a un document officiel, on peut peut-être faire circuler le oui, si vous tapez guide européen de la PME sur Google, vous allez tomber dessus. Juste les chiffres qu'a donné Rasika, ça vaut pour les entreprises autonomes. On prend évidemment en compte les entreprises partenaires et les entreprises liées. Ou donc, dans ce cas-là, on prend aussi en compte les entreprises qui pourraient être présentes au sein de votre actionnariat.
Donc, soit totalement quand c'est une entreprise, alors je ne sais plus si c'est partenaire ou lié, mais soit totalement, soit au prorata du pourcentage de détention. Donc, on pourra rajouter dans la présentation à ce moment-là le lien vers le guide européen de la PME. Ça me paraît très clair. Il y a deux questions qui se rejoignent, même si c'est deux typologies de partenaires différents. C'est comment une entreprise qui n'a pas encore de liasse fiscale parce qu'elle vient d'être créée et que l'année fiscale n'est pas finie peut candidater, quel autre document elle peut fournir? Et ce qui rejoint un petit peu cette question, c'est pour les laboratoires publics, quel type de documents doivent être fournis? Ouais, alors évidemment, si vous n'avez pas encore de liasse fiscale, on ne va pas vous demander d'en inventer une. Du coup, il n'y a pas de document qui est demandé. Après, vous pouvez rajouter à votre dossier tout élément que vous jugez pertinent. Donc dans ce cas-là, par exemple, si vous n'avez pas de liasse fiscale, vous pouvez joindre votre business plan. Ça peut toujours éclairer. Et pour les laboratoires de recherche, on n'a pas de document administratif au moment du premier dépôt. Nickel, merci. En dehors de la fiche. Non, pas de souci, désolé de t'avoir coupé la parole. Est-ce que vous pouvez donner la définition de ce qui est une collaboration effective pour pouvoir passer sous le statut de projet collaboratif? Oui. Donc, alors, une définition collaboration effective, alors ça, c'est donné dans le régime d'aide. Donc, c'est déjà, il y a collaboration effective lorsque aucune des entreprises du consortium ne porte à elle seule plus de 70% de l'assiette totale du projet. Voilà. Donc ça, c'est le critère, on va dire, le critère quantitatif. Après, oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est précisément sur la page, sur le cahier des charges, en note de bas de page de la partie coûts éligibles et intensité des aides. Donc c'est ça. Et aussi, oui, c'est ça. Lorsqu'il y a dans le consortium au moins une PME, et lorsqu'il y a au moins une PME, voilà, et qu'aucune des entreprises ne porte 70% des dépenses éligibles. Voilà, c'est le critère de base. Alors après, il y a un autre. Excusez-moi, il y a un peu de bruit de fond. Il y a un autre critère qu'on applique, c'est que aucune entreprise, si une entreprise porte moins de 5% de l'assiette totale, on va demander au chef de file ou à une autre entreprise du consortium d'envisager la possibilité de prendre cette entreprise en sous-traitance. Voilà. Sauf, alors pareil, on peut éventuellement déroger à cette règle-là. Dans des cas un peu particuliers, on aurait des projets avec une très grosse assiette et avec un porteur, on va dire, plus petit, mais qui a toute sa pertinence et son importance au sein du consortium, on peut essayer de voir dans quelle mesure déroger à cette règle-là. Mais en attendant, il faut que chaque entreprise ait au moins 5% de l'assiette totale du projet. Alors, j'ai mis en lien dans le chat, en lien le lien vers le guide de l'utilisation, le guide d'utilisateur pour la définition des PME. Je ne sais pas s'il est apparu pour tous ou uniquement pour les intervenants. Voilà, en tout cas, ça vous permet de le récupérer tout de suite. Et il a le bon goût d'être. Alors, il n'est pas forcément apparu. Peut-être qu'on pourra le mettre dans une slide en plus quand on partagera avec tous les participants. Que aux organisateurs, ouais, ouais, donc on se base là-dessus, pour revenir sur la question précédente. Merci. Il y avait une question sur l'éligibilité des grandes entreprises, et notamment pour des projets qui seraient portés par une grande entreprise seule. On comprend du cahier des charges que ces projets-là ne seraient pas éligibles sur cet appel. Alors, sur cet appel-là, en effet, les projets monopartenaires, c'est PME. Ouais. Et PME, donc au sens européen, donc à l'exclusion de ce qu'on appelle les ETI et du coup les grandes entreprises. Toujours sur les critères d'éligibilité, le plancher est à 400 000 euros. Donc vous avez mentionné une possibilité de petite marge de manœuvre. Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus? Alors, la marge de manœuvre ne portait pas sur l'assiette mini de chaque partenaire dans le cadre d'un consortium. La marge de manœuvre portait sur l'assiette totale du projet, que ce soit un projet porté par
une entreprise seule ou que ce soit un projet porté par un consortium. Ce qu'on attend de base, c'est une assiette totale, enfin des projets dont l'assiette totale est de 2 millions d'euros, avec la possibilité d'aller en dessous si le caractère, on va dire, digital, numérique du projet est bien expliqué et bien compris. Mais ce n'était pas le montant de l'assiette individuelle. Hein. Le montant mini de l'assiette individuelle est bien de 400 000 euros pour des projets collaboratifs. Ok, ça me semble clair. Si jamais il y avait des réponses qui vous paraîtraient pas suffisamment claires ou que je relayerais de manière maladroite vos questions, n'hésitez pas à les reposer sur l'outil. Sur la partie financement, en fait, il y a une question relativement générique sur la répartition un petit peu entre avance remboursable, subvention et comment ça s'est arbitré. Est-ce que vous avez des éléments? Alors là-dessus, c'est défini, c'est 75-25, 75% de subventions et 25% d'avance récupérable pour les entreprises qui auraient une partie de l'aide en avance. Enfin, du coup, pour les entreprises, donc, comme Franck l'a dit, à l'exclusion des labos, qui ont cette partie d'avance récupérable. Ok, donc ça, dès le premier euro de demande d'aide, il y a cette répartition, quelle que soit la typologie d'entreprise. Oui, alors l'aide est versée indistinctement. Alors après, c'est de l'administratif, enfin, c'est plus dans les actes administratifs chez nous, mais l'aide est versée indistinctement, avance récupérable et subvention. C'est enfin 2 ans après la fin du projet, on demande aux entreprises de rembourser du coup les 25% de l'aide totale perçue, qui serait la partie du coup avance récupérable. Ok, ça marche, ça me semble clair. Alors, il y a une autre question sur la partie justement où il y a un autofinancement. Est-ce que cet autofinancement peut être pris en charge par l'obtention d'une commande publique ou d'une commande de service? Est-ce qu'une partie peut être financée par de la commande? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la partie, la partie appel d'offres, qui n'est pas du tout le sujet de ce webinaire, mais ce sont 2 dispositifs bien distincts. C'est-à-dire que l'appel d'offres, les appels d'offres soumis dans le cadre de France 2030 sont là pour de l'achat de services. C'est-à-dire qu'au moment où vous répondez à un appel d'offres, et alors je parle aussi sous le contrôle de l'État, mais bon, au moment où vous répondez à un appel d'offres, il faut que lorsque vous soyez en mesure, en tout cas, de livrer un service. Les appels à projets, ils vont intervenir dans les phases plus amont de maturation des technos, mais jusqu'à la réalisation de démonstrations et d'industrialisation. Hein, donc, ça couvre un spectre, ou en tout cas une durée plus large. Mais c'est ce qui vient, en théorie, en amont. Donc, il n'y aurait pas forcément lieu de cofinancer un développement avec un appel d'offres qui, de toute façon, est là pour acheter un service. Donc, lorsque vous développez votre techno, vous n'êtes pas encore prêt pour répondre à un appel d'offres. Je ne sais pas si c'est particulièrement clair comme réponse, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire suivre. C'est aussi clair que ça peut l'être, vu que c'est des sujets un peu complexes de montage financier, mais moi, ça me paraît clair. Si jamais voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appel d'offres, il est à part. Voilà. Vous allez maturer des technos avec, le cas échéant, l'aide obtenue à travers la réponse à l'appel à projet. Une fois que vous êtes suffisamment mature, vous pouvez envisager répondre à un appel d'offres qui, lui, va financer la réalisation d'un service que vous allez remettre pour le compte d'un client institutionnel. Oui, pour compléter éventuellement la réponse de Rasika, dans ce volet spatial, les niveaux de TRL des projets ciblés ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'appels à projets opérés par BPI et de commandes publiques opérées par le CNES. Donc, de ce fait, les TRL n'étant pas les mêmes, sur une même assiette de projet, il ne peut pas y avoir concomitance d'intervention
en soutien à la R&D et soutien par de l'achat de services qui vient exactement, comme l'a dit Rasika, en toute logique, après cette maturation de R&D. Je ne sais pas si ça éclaire. C'est dit autrement, la même chose que Rasika. Ça me paraît clair. Si jamais les participants continueront à poser d'autres questions pour demander des précisions. Peut-être juste pour revenir sur la partie dont on parlait tout à l'heure sur la dimension collaborative et la requalification, le cas échéant, d'un partenaire en tant que sous-traitant. Dans ce cas-là, comment se passe le financement du sous-traitant et qu'en est-il du cas de figure où en fait c'est la PME qui se retrouve requalifiée en tant que sous-traitant et on se retrouve avec un projet monopartenaire, labo ou grand groupe? Je pense qu'on sort des critères pour les donc, je comprends que la question porte sur un projet avec 2 partenaires, c'est ça? Dans le cas où un des deux, alors de base, s'il n'y a que 2 partenaires et que l'un des 2 partenaires a moins de 5%, ça veut dire que l'autre a forcément plus de 70%. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être considéré comme un projet collaboratif. Si c'est ça, hein, j'essaie de voir les différentes. Comme il n'y a pas d'échange. Tu peux éventuellement rajouter un labo, un grand groupe, un labo ou une PME, histoire de complexifier le schéma. Voilà. Avec, le labo qui prend 30, le grand groupe qui prend 65 et la PME qui prend 5. Voilà, donc si effectivement il y a une des entreprises qui est prise en sous-traitance, et ben évidemment que ça va venir alimenter, l'assiette, l'assiette du partenaire qui prend l'autre partenaire en sous-traitant va être augmenté de temps. Par contre, c'est vrai que si on se retrouve là dans la situation où l'un des 2 partenaires, ou un partenaire franchit le seuil des 70% de l'assiette totale, malheureusement, on viole la règle de ce seuil et on n'est plus dans le cadre d'un projet considéré comme collaboratif. Ok. Et du coup, une question concomitante, si on a un partenaire qui ne souhaite pas être financé, est-ce qu'il peut quand même être pris en compte dans le cadre du consortium? Oui, dans ce cas-là, oui, mais alors des cas particuliers comme ça, je pense qu'on va les voir, on les traitera au cas par cas. Mais oui, si l'assiette, ça veut quand même dire que les travaux réalisés par ce partenaire vont rentrer en ligne de compte dans les éventuelles clauses suspensives qu'on pourrait mettre, les différents jalons, les différentes étapes clés qu'on va mettre dans la convention de soutien. Et du coup, il devra aussi figurer dans l'accord de consortium qui est demandé dans le cadre de la 2e phase du dépôt des dossiers. Donc, il doit respecter, disons, les autres contraintes qui sont demandées, tout en étant non financé. Merci. Une question toujours, est-ce qu'on peut postuler à plusieurs projets en justifiant d'avoir les fonds propres suffisants? Oui, on peut postuler à plusieurs projets. Alors, c'est une question qui revient assez souvent. On peut déposer plusieurs projets à une même relève, soit en tant que chef de file, soit en tant que chef de file dans un cas, partenaire dans un autre cas. Enfin, tous les cas de figure sont possibles. Et on peut déposer des projets ou plusieurs projets aux relèves successives. Alors, ce qui est très important dans ce cas-là, c'est que, bien entendu, on va évaluer les projets individuellement les uns des autres. Enfin, chaque projet va faire l'objet de la sélection comme tous les autres. Par contre, c'est vrai que si on retrouve une même entreprise dans différents projets, il va quand même falloir que l'entreprise soit cohérente dans l'histoire qu'elle raconte et qu'on comprenne bien sa stratégie dans le fait d'être sur ces différents projets. Voilà. C'est, disons, on va dire le seul élément, on va dire plutôt technique qu'on va attendre. Après, il y a effectivement le fait que on va considérer du coup les dépenses dans l'ensemble de ces projets pour évaluer la capacité financière de l'entreprise et puis aussi les niveaux de fonds propres derrière qu'on va demander aux entreprises d'avoir pour percevoir l'aide. Peut-être en complément, un projet peut être déposé à une relève, ne pas être pris
Ça ne veut pas dire qu'il est éliminé à vie de l'appel à projet. Il peut évidemment redéposer le projet une nouvelle fois, une relève suivante. On essaie en tant que faire se peut de faire des retours constructifs aux projets qui ne sont pas retenus. Donc voilà, ça permet d'améliorer le dossier, donc de redéposer et d'augmenter ses chances d'être pris la fois d'après ou la fois encore d'après. Parfait, merci. Alors, je continue à avancer parce qu'il y a beaucoup de questions. J'essaie toujours de les regrouper, mais c'est pas évident parce qu'elles arrivent au fur et à mesure. Sur la partie sélection, est-ce que vous avez une idée de la durée de la première phase et peut-être du taux de succès entre la phase 1 et la phase 2, c'est-à-dire combien vous attendez de projets en dossier complet? Alors, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de taux de sélectivité a priori. Enfin, le taux de sélectivité peut aller de 0 à 100%. Il n'y en a pas de défini a priori. Comme je disais, c'est pas. Alors, peut-être pour ceux qui sont habitués peut-être à des appels d'offres, là, on n'est pas dans le cadre entre guillemets d'un concours. On évalue chaque dossier et on regarde s'il franchit les critères pour passer aux étapes suivantes. Voilà. Peut-être pour clarifier les choses. Et là, on n'a pas non plus suffisamment de données pour avoir une stat sur le taux de succès. Sincèrement, le mieux pour mettre toutes ses chances de son côté, c'est de présenter un dossier qui soit le plus clair, le plus concis possible dès le pré-dépôt. En tous les cas, ouais, l'État n'a pas fixé d'objectif de sélectivité, d'en avoir 25, 30, 40, 50. L'idée, c'est vraiment de prendre les bons projets en étant sélectif, avec un haut niveau de sélectivité, comme l'a rappelé Tania au début. Donc voilà. Et après, sur les délais, en général, entre le moment donc, du premier dépôt, de la relève et on va dire les auditions, je pense qu'il faut compter 1 mois et demi, 2 mois en règle générale. Voilà, le temps de faire la présélection, d'organiser les auditions, de vous laisser le temps de vous y préparer, sachant que ça peut être un peu élargi quand il y a des vacances scolaires ou selon nos charges de travail, parce que vous l'avez sûrement vu, il y a 3 autres appels à projets sur le spatial en ce moment. Donc voilà, essaye de faire au plus vite. Et du nombre de projets relevés aussi. Et du nombre de projets relevés, effectivement. On a un peu aussi vite s'il y en a 10 que s'il y en a 100. C'est sûr. Mais on espère en avoir 100, attention. C'est pas du tout ce qui est. Voilà. Et du coup, vous n'avez pas préétabli un budget par relais? Non. Ok. C'était une question, donc je me permettais de la poser en direct. Alors, il va y avoir des questions sur l'assiette des dépenses éligibles. Je ne sais pas si vous pouvez repartager la slide qui en parle rapidement pour que les personnes puissent voir. Et pendant que vous partagez la slide, il y a surtout des questions sur la partie sous-traitance, savoir comment est financé les frais de sous-traitance, sont financés les frais de sous-traitance. Alors, en fait, je vais avoir un petit problème de batterie. Oui, alors, je réponds sur la sous-traitance. En fait, vous avez une ligne dans votre annexe financière, une catégorie sous-traitance. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez indiquer vos sous-traitants. On ne vous demande pas forcément de les avoir tous identifiés au moment du premier dépôt. Si vous l'avez déjà fait, c'est mieux de l'indiquer, comme ça on saura. J'en profite pour vous dire que la sous-traitance étrangère peut être acceptée. Dans ce cas-là, il faut vraiment justifier pourquoi vous allez chercher un sous-traitant à l'étranger plutôt qu'en France ou en Union européenne. Et donc, ensuite, en fait, donc, le montant de la sous-traitance vient alimenter votre annexe financière et le total en bas. Et donc, votre sous-traitant sera, selon les taux affichés, sera financé selon les taux affichés qui sont là. Et donc, du coup, ça fait un reste et le reste est du coup à votre charge. Mais du coup, le sous-traitant, lui, sera payé du coup à 100% de son devis, du devis qu'il vous a fait. Et nous, on paiera une partie. À vous. Merci. Concernant le plancher de 400 000 €, est-ce qu'il s'applique aussi aux dépenses des laboratoires? Alors, le plancher, il est pour chaque partenaire de projet collaboratif. Donc, en effet, il s'applique aussi aux laboratoires. Ok, et toujours sur la partie un petit peu budget, les conditions de remboursement de l'avance récupérable, tu en as rapidement parlé tout à l'heure.
Oui, donc c'est un remboursement forfaitaire. Alors c'est plus détaillé dans le contrat. Je les ai plus en tête, mais en général, c'est 2 ans après la fin du projet, donc à la fin de vos dépenses de R&D, ce qui vous laisse le temps de générer des revenus grâce au projet. Voilà, je n'ai pas forcément grand-chose d'autre à en dire. Non, pas à ce stade, pas plus. C'est des éléments qui sont discutés au moment de l'instruction approfondie du projet, c'est-à-dire dans un deuxième temps, une fois que vous avez passé les auditions. Si vous êtes retenu après les auditions, que vous avez remis le dossier technique sous les 2 mois, au moment de la QR, on rediscute de ces éléments-là, et c'est des choses qui sont indiquées derrière dans la convention de soutien. Ok. Écoute, si tu peux, ouais, si tu as les prochaines, parce que ça va couper dans Ouais, switcher le son sur l'ordinateur de Franck, peut-être. Je vais avoir un petit souci de batterie, mais pour l'instant, ça tient. Donc, si ça coupe. Ok, alors, on va continuer d'avancer. Du coup, il y a une petite question il y a plusieurs questions déjà sur la différence entre les 30 slides et les 30 pages, c'est-à-dire entre le premier dépôt et le second dépôt suite à l'audition. Et sur les 30 slides et les 30 pages, est-ce qu'il y a des templates imposés ou il y a plutôt un plan proposé par BPI? Ouais, alors sur les slides, il y a effectivement un plan qui est pas forcément imposé, mais conseillé en plus des éléments que vous a dit Razika tout à l'heure. Donc ça, il est à télécharger sur le site de BPI France. Et pour le Word, pareil, vous aurez un modèle de dossier de candidature. Alors, il n'est pas disponible aujourd'hui, mais il vous est envoyé lorsque le dossier passe au moment de votre notification de passage en instruction. Dans ce cas, je vous envoie le template du dossier complet. Et sur les différences de contenu, Razika, je te laisse. Oui, sur les différences de contenu. Alors, donc déjà, premier dépôt, c'est 30 slides. Donc, c'est sous la forme d'une présentation, pas une PDF haute, une présentation. Et le dossier technique, c'est un doc Word. Donc, du coup, plutôt page, 30 pages. Et sur les différences, ce qui va être attendu dans le deuxième dossier, plus en détail, c'est la manière d'exécuter aussi le projet. Il y a une partie qui est dédiée aux fiches de tâches. Du coup, qui sont les différentes sous-tâches de chaque sous-lot du découpage du projet. Et ce qui va vous être demandé aussi dans ce document, c'est du coup détailler davantage le pourquoi du comment, les tenants et les aboutissants du projet, et le cas échéant aussi d'apporter des clarifications qui vous auront été demandées lors des auditions. Voilà. Ça fait partie de ces éléments-là. Bon, arrivé à ce stade-là, je pense qu'on pourra sans doute refaire à ce moment-là un point pour répondre plus spécifiquement aux questions sur quoi mettre dans les dossiers. Mais en gros, voilà, la distinction, elle s'opère là. Ok, merci. Alors, il y a beaucoup d'autres questions. J'essaie vraiment de synthétiser. Je suis désolé pour ceux à côté de qui je passerai à côté de la réponse. N'hésitez pas à revenir vers nous ensuite pour nous reposer la question. On pourra vous préciser pas mal de points au niveau des pôles aussi sur l'ingénierie de projet. On a pas mal de réponses sur les montages et justement comment équilibrer les choses entre les différentes typologies de dépenses et comment prendre en compte les coûts de sous-traitance. Il y avait une question cependant sur la dimension européenne ou internationale des projets. Est-ce que dans le projet, il peut y avoir un partenaire européen ou international et comment doit-il être financé? Est-ce qu'il peut être défini en tant que sous-traitant ou pas? Et est-ce qu'on peut être à la fois, c'est une autre question, je vous laisse déjà répondre à celle-là. Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, la sous-traitance non française, donc étrangère ou au sein de l'Union européenne, peut être acceptée, mais dans ce cas-là, elle doit être dûment justifiée, donc bien expliquer pourquoi vous faites appel à un partenaire étranger plutôt qu'un partenaire français. Si dans le cadre du projet, par contre, il y a un partenaire qui ne serait pas sous-traitant, mais qui serait étranger, c'est pas forcément un souci. Pareil, on va se poser la question de pourquoi aller chercher un partenaire à l'étranger plutôt qu'en France. Il sera évidemment pas financé
dans le cadre de France 2030. Après, charge à lui de se faire financer comme il le souhaite. Voilà. Donc, soit par de l'argent public étranger, soit par des fonds privés, soit les deux. Parfait. Une autre question, est-ce qu'on peut être partenaire et sous-traitant d'un même projet? Ça dépend, ça dépend. Alors, Razika nous a absenté 2 minutes. Je vais le laisser répondre à cette question plutôt. Peut-être quand il... Ok, on la reprend tout à l'heure. Il y avait un point sur l'éligibilité des dépenses à partir de la date du dépôt de dossier. On parle du premier dépôt, du deuxième dépôt, et est-ce que c'est selon l'assiette des dépenses telle que définie au moment du dépôt ou il y a d'autres spécificités à prendre en compte? Ouais, non, ce sera effectivement donc ça à partir de la date du premier dépôt. Donc, si vous engagez des projets sur projet, à partir de cette date, ils pourront être pris en compte. Et par contre, pour s'assurer que les dépenses sont bien éligibles, ce sera l'assiette retenue au moment de l'instruction approfondie. C'est là qu'on arrête l'assiette de dépenses éligibles. Très bien, merci. Alors, il y a encore beaucoup de questions. En gros, sur les il y a des questions sur les taux de financement et le cofinancement. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres appels à projets, notamment régionaux, pour compléter les financements? Ouais. Et comment on articule non. Alors ça, c'est une règle européenne, ça. Une même dépense ne peut être financée qu'une seule fois. Donc, une dépense qui fait déjà l'objet d'une aide publique ne peut pas se faire aider une deuxième fois. Ok. Et du coup, on a Alors, il y a une question sur les taux de financement qui seraient différents selon les typologies de dépenses. Ça veut dire que dans un même projet, on aurait des taux de financement différents en fonction des dépenses qui seraient faites. Ouais, pardon, ça a coupé. Oui, Laurent, pardon. Tu peux répéter? Oui, la question c'est, il y a des taux de financement différents en fonction de la typologie des dépenses. Oui. Est-ce qu'il y a des règles particulières au moment du montage pour prendre en compte ces cas un petit peu particuliers pour compléter les tableaux de plan de financement? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien saisi. Alors, je vais quand même essayer de répondre à la question, en tout cas de ce que j'en comprends. Lorsque l'entreprise dépose dans ce qu'on appelle la base de données budgétaire, c'est donc en fait le devis complet de toute l'activité du projet pour chacun des partenaires. Et dedans, les entreprises ont la possibilité les ressources humaines impliquées dans le projet pour chaque activité, c'est-à-dire plus concrètement les man-month, les personnes mois pour chaque activité, donc pour calculer les salaires. Ce qui est demandé, c'est de renseigner pour chaque activité les montants d'achat ou de sous-traitance, s'il y en a, un cycle de dotation aux amortissements, et puis les montants de la valeur d'acquisition des investissements lorsqu'il y en a. Et de la dépense, de la taille de l'entreprise, là, comme je l'avais présenté sur le tableau tout à l'heure, on affecte à chaque ligne un taux qui peut être qui est propre à l'activité, à la taille de l'entreprise, et on calcule comme ça l'aide. Alors, je ne sais pas si c'était exactement ça la question, mais dans tous les cas. Ça répond à ce que j'avais compris de la question. Alors, avant d'en arriver là, alors ça, c'est pas nécessairement un exercice qu'on fait tout seul, c'est-à-dire que dans le qu'on a récupéré les dossiers complets donc, lors de la deuxième phase. On en fait déjà une lecture avec le CNES. Et derrière, on est amené à faire une session de questions-réponses avec l'entreprise, donc qui peut être d'une demi-journée à une journée, en fonction d'eux, où on pose toutes les questions par rapport à ce qu'on aura lu, et ce qu'on aura entendu en édition avant, ce qu'on aura lu dans le dossier, et aussi toutes les questions, les clarifications qui vont bien pour bien comprendre les dépenses encourues. Et là, à ce moment-là, on pourra voir dans le détail ce qu'il en est et voir quel taux est le plus approprié.
Ok. Et sur ça, les c'est le dépenses, travail d'instruction qui suit la relève des dossiers complets. et sur la typologie de dépenses dites d'industrialisation, est-ce qu'il y a des typologies qui sont prioritaires et d'autres qui sont absolument pas éligibles? Typiquement, le foncier, j'imagine, ne peut pas être pris en compte. Est-ce qu'il y a d'autres les dépenses, comment dire, toute la partie indus, mais liée aux technos développés dans le cadre du projet. Par exemple, on va mettre du double vitrage dans notre usine, ça va pas être pris en compte. Mais par contre, on dit, on veut se doter, je sais pas, d'un banc d'essai qui va être amorti sur tant d'années, et dont une partie va être utilisée dans le cadre du projet, spécifiquement pour les technos développés dans le cadre du projet. Oui, ça peut être considéré. Oui. Ok, merci. Toujours, peut-être des questions qui se rejoignent sur le TRL attendu des projets. Est-ce que vous attendez des projets plutôt risqués, des projets où l'issue marché est déjà assez claire, ou alors est-ce que c'est pas du tout un critère de sélection pour l'instant? Si, alors c'est un critère de sélection, mais on n'est pas restrictif sur le niveau de maturité. Comme l'a dit Tania, pour partager le risque pris par les entreprises qui croient en un marché, qui croient en leur techno aussi amont soit-elle. Donc là, évidemment, on évaluera aussi, on aura notre regard critique sur ce qui est présenté, mais on peut aussi être là dans le cadre de projets de constellation sur des technos plus matures, mais qui ont besoin d'un complément de développement pour aller jusqu'au bout de l'exercice, jusqu'à une démonstration, par exemple. Et donc l'AAP est aussi là pour financer ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'esprit, l'AAP adresse tout un ensemble, enfin tout le spectre finalement des applications possibles par des constellations, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de maturité, à des degrés de maturité complètement différents. Ok. Alors, il y a pas mal de questions particulières qu'on devra peut-être traiter en aparté. Est-ce qu'il y a une assiette maximale de projets attendus, c'est-à-dire un projet qui dépasserait les 10 millions d'euros sortirait de l'éligibilité ou pas spécialement? Alors non, il n'y a pas d'assiette maximale. À compléter, je ne sais pas si… Et du coup, ça rejoint une autre question par rapport aux projets qui vont quand même avoir une assiette financière assez élevée. Pour les moyennes entreprises qui auraient besoin de faire une levée pour avoir les fonds propres suffisants, est-ce qu'elles peuvent quand même candidater pendant la phase de levée? Et si oui, quels éléments elles peuvent apporter au dossier pour conforter, pour rassurer le financeur? Ouais, alors évidemment, on vous demande pas forcément d'avoir tous les fonds propres en face au moment où vous faites votre pré-dépôt. Dans ce cas-là, il est bon d'apporter tous les éléments que vous jugez utiles et pertinents. Donc, en général, ça passe par des LOI. Vous pouvez indiquer l'état où vous en êtes avec les discussions, si vous avez déjà identifié des fonds, etc. Donc, tout ce que vous pouvez juger pertinent. Et après, la levée de fonds peut même intervenir après même on met une condition de levée de fonds, donc en général, c'est au premier versement. Donc, voilà. Levée de fonds, augmentation de capital dans le sens plus général, mais il faut détenir les fonds, donc 1 euro de fonds privés pour 1 euro d'aide versée au moment du versement de l'aide, qui lui-même va s'échelonner grosso modo tous les ans. Par contre, effectivement, une entreprise qui serait très jeune, qui serait, on va dire, au moment du dépôt sous-capitalisée, il va falloir que dans la présentation, elle nous explique bien le plan de levée de fonds et apporter des éléments pour crédibiliser cette explication de leur plan de levée de fonds. Et donc, sachant que ça laisse quand même du coup pas mal de temps après le dépôt du premier dossier pour lever ses fonds, puisqu'il y a toute la partie présélection, la partie instruction jusqu'à la décision État. Donc, je pense qu'on y a compté 3 à 4 mois. Et ensuite, la décision du Premier ministre est valable 4 mois supplémentaires. Donc, de la Première ministre. Donc, est valable 4 mois. Donc, vous avez ensuite, à partir de cette décision, 4 mois pour signer votre contrat. Donc,
ça vous laisse du temps. Ok, nickel. Mais je pense que c'est très clair et très utile. Donc, en gros, il y aura une clause suspensive dans l'accord de subvention et il faut pouvoir amener des éléments justifiant de la capacité de l'entreprise à avoir les fonds propres disponibles à moyen terme. Sur la liste des experts qui vont évaluer les dossiers, est-ce qu'ils seront publics, partagés vers les candidats avant que le dossier soit partagé, justement, avec les experts? Oui, bien sûr. Alors, le son a coupé de mon côté. Donc, ça se passe après la première présélection qui est effectuée par BPI France et le CNES. Donc, quand le dossier est reçu, à l'occasion là, on vous envoie le nom des experts externes, des participants. Ouais, experts externes. Vous avez évidemment la possibilité de les récuser si vous estimez qu'il y a un conflit d'intérêts. Faut dans ce cas-là nous le justifier au minimum. Moi, après, de toute manière, je ne donne pas accès au dossier aux experts externes tant que j'ai pas votre accord. Donc voilà, a priori, pas de risque que votre dossier se retrouve entre de mauvaises mains sans que vous le sachiez. Et on fait aussi le même travail côté expert externe, où on leur demande aussi, avant qu'ils aient accès au dossier, d'identifier les potentiels conflits d'intérêts qu'ils pourraient avoir. C'est très clair. Du coup, il y a encore quelques questions. Il nous reste 2-3 minutes. Je vais pas pouvoir toutes les traiter. Je vais pas pouvoir toutes vous les poser. Encore une fois, les pôles se tiennent à votre disposition, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec vos chargés de mission au sein des pôles. Mais il y a peut-être 2 questions qui peuvent être assez génériques. Est-ce qu'une commande de client industriel pour un prototype ou un démonstrateur peut être considérée comme un cofinancement, notamment à l'export? C'est-à-dire si une partie de ce qui est développé est acheté par un client, est-ce que ça pose un souci si ce développement a bénéficié du financement dans le cadre de l'appel à projet Constellation? Alors, là, il peut se poser une problématique d'incitativité, c'est-à-dire que si la commande du dit client a été passée avant ou pendant la phase d'instruction ou en tout cas antérieure à la convention d'aide, là, dans ce cas-là, on a un problème d'incitativité. C'est-à-dire que là, les aides, on en a parlé tout à l'heure, mais les aides doivent être incitatives, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre à l'entreprise simplement de réaliser le projet, que sans l'aide, elle n'a pas la capacité de réaliser le projet, ou en tout cas de le faire dans les délais qu'ils ambitionnent de tenir, ou sans l'aide, les délais seraient à être allongés. Si on se situe dans le cadre d'une commande pour un client qui a été contractualisé, là, dans ce cas-là, c'est le client qui finance. Donc là se pose une question d'incitativité, mais c'est des choses pour le coup qu'on doit adresser en analyse des dossiers. Ok, c'est très clair. Alors il y a une question, je pense que vous avez répondu, mais je la redis à l'oral pour que vous puissiez repréciser. Est-ce qu'un projet proposé par un consortium doit obligatoirement respecter la 70% de l'assiette globale au maximum pour l'un des partenaires? S'il est collaboratif, je comprends que oui. Oui, si c'est collaboratif, c'est 70% maxi porté par une entreprise, un partenaire seul. Oui. Voilà, sinon ce n'est pas une collaboration effective. Sinon, ce n'est pas une collaboration effective, absolument. Et il y avait une question sur justement le régime RDI. Est-ce que c'est uniquement ce régime d'aide qui est utilisé ou il y a aussi le régime d'aide à l'investissement pour tout ce qui est industrialisation? Oui, absolument. Alors, de toute façon, pour tout ce qui est cofinancement des investissements à leur valeur d'acquisition, ce n'est pas le régime RDI, ça va être d'autres régimes. Le régime RDI, il est là pour cofinancer. On doit partager mon écran à Andulam, enfin mon ordi à Andulam. On doit, comment dire, donc, le régime RDI encadre l'aide sur les salaires des techniciens, des employeurs, enfin toute l'activité liée à de la R&D, en l'occurrence, les dotations aux amortissements, la sous-traitance et la prestation de service, l'achat de prestations de services. Voilà. Mais pas la valeur d'acquisition des investissements. Uniquement la dotation à des actifs qui sont utilisés pour réaliser le projet, mais rapportés au prorata de leur utilisation dans le cadre du projet.
Ok. Et du coup, quel montage industriel conduit à un financement de 35% pour une moyenne entreprise ou 25% pour un grand groupe? Je suis pas sûr de comprendre la question, mais ça me semble en lien avec ce que tu étais en train de dire. Oui, alors c'est pas le montage industriel, hein, il y a notamment lorsque nous dans une zone AFR, dans une zone d'activité à finalité régionale. Mais ça, c'est pas le montage industriel qui va le définir. C'est là où l'entreprise est implémentée et là où elle réalise son activité. Et est-ce que nous donne comme info la carte AFR. Donc, ce sont ces taux-là qui sont renseignés. Parfait. Une question qui me semble assez générique et je pense que ce sera la dernière. Je suis vraiment désolé pour les autres, mais on reste vos relais avec plaisir pour discuter des différents points. Une PME déjà établie sur les marchés des constellations peut-elle se faire financer dans le cadre de cet appel à projet pour monter en capacité ou en qualité de production? Oui, c'est des questions très. Alors, le fait que la PME soit déjà établie sur le marché des constellations, c'est pas du tout un frein. Donc ça en soi, il n'y a aucun problème. Après, il faut voir en fonction de la nature de l'activité. Là, on est déjà en train de rentrer dans le travail de présélection. Donc, il faut voir sur papier. Ce qui est exclu, c'est plutôt les activités liées à la commercialisation. Là, a priori, c'est pas le sujet de l'AAP. Monter en qualité ou en tout cas faire de la R&D pour, par exemple, réduire des coûts, parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui est éminemment important dans tout ce qui est nouvel espace. Ça peut être considéré, mais encore faut-il qu'on voit exactement de quoi il s'agit. Là, on est un peu. Je veux pas donner une réponse franche là-dessus. Ok, non mais je comprends, mais ça me semble clair. Alors, pour une précision par rapport à la question juste précédente, c'est sur un projet monopartenaire avec un grand groupe. On a dit que ce n'était pas éligible, ce n'était pas dans le spectre de l'appel, mais dans les tableaux de taux de financement que vous avez présentés, il y a la case monopartenaire grand groupe. Je pense que ça vient du fait que c'est extrait du régime général utilisé dans le cadre de France 2030, donc c'est le cadre financier général. Et après, il faut redescendre aux critères d'éligibilité pour savoir si c'est éligible. Ouais. Voilà. Du coup, on arrive pile poil à la fin. Donc, encore une fois, pour les personnes pour lesquelles j'aurais mal relayé la question ou ceux pour lesquels on n'aurait pas eu le temps de relayer la question, on reste à votre disposition au niveau des pôles. Et, en priori, on aura la réponse. Et si jamais ce n'était pas le cas, de toute façon, après, on peut s'appuyer sur les orateurs du jour pour nous aider à consolider les dossiers. Merci à tous, principalement aux différents pôles qui ont permis de diffuser largement auprès des communautés le webinaire et surtout aux participants, enfin aux orateurs aujourd'hui qui nous ont permis de décrypter un petit peu tout ça. Et on espère voir apparaître beaucoup de beaux projets. Merci à tous. Radika, ou même Sylviane ou Tania ou Franck, je vous laisse le mot de la fin. Merci, encore une fois, merci au pôle pour l'organisation du webinaire et puis merci pour toutes vos questions très intéressantes. Alors j'espère qu'on y a apporté des réponses claires. En tout cas, moi je suis toujours preneur. Je ne sais pas si les pôles savent récolter les avis un peu sur le webinaire. Est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce que ça répond aux questions? Est-ce que c'est clair? On a toujours de la marge pour s'améliorer. Donc tout retour est largement bienvenu. Mais en tout cas, merci à toutes, merci à tous pour cet échange. On se joint pour remercier les pôles pour l'organisation et on se tient bien sûr à leur disposition pour creuser des sujets qui auraient été des questions qui viendront par la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.